Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode, le 116e du podcast À côté de mes pompes. J'espère que vous avez bien pris en note les conseils du précédent épisode avec ces moyens d'organiser et d'intégrer la course à pied dans votre agenda, dans votre planning parfois bien chargé. Et donc pour ma part, me voici aujourd'hui vendredi pour vous donner un petit peu d'actualité sur ce que seront mes prochaines semaines après un petit coup de mou, du moins un petit déséquilibre, on va dire, physique lié aux nombreuses séances de l'été. J'ai fait un petit passage chez ma chiropracteur qui a décelé une grosse contracture au niveau du quadriceps, ce qui entraînait cette douleur à l'intérieur du genou. C'est en passe d'être solutionné et ce samedi, j'aurai un trail nocturne donc du côté de Bonneval dans mon village natal, empruntant les chemins, les sentiers de mon enfance. Donc si vous êtes dans les parages, dès demain, samedi, je vous invite à me rejoindre donc dans cette petite Venise de la Beauce entre Chartres et Châteaudun pour un trail de 9 km qui me conduira. La semaine prochaine, j'aurai encore une course prévue du côté de Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher avant une compétition officielle. Alors cette fois-ci labellisée sur 10 km le 16 octobre du côté d'Orléans. Donc d'ici là, il y aura des séances avec, je l'espère, une montée en puissance pour pouvoir atteindre ces objectifs. Comme je disais, programmation, objectif, ce sont nos clés pour atteindre la réussite. Et si la course à pied ou le trail agissait pour nous comme un outil thérapeutique ? Alors c'est par ce sport, la course à pied, que mon invité du jour a réussi à surmonter un drame familial, mais aussi à renouer avec des racines enfouies. Dans cet épisode, j'ai reçu l'athlète franco-cambodgienne Laurie Faye. Alors son aventure avec le sport a débuté bien loin des pistes et des sentiers. Douée et rapide, Laurie a connu en effet une première carrière sportive en tennis de table, débarquant à l'INSEP à l'âge de 15 ans. Et après plus de 7 années passées en équipe de France, en ayant glané de nombreux titres, participant à des compétitions internationales, Laurie va vite aspirer à autre chose. Car le haut niveau, vous le savez, ça demande du temps et de l'investissement. Alors cette juriste de formation va malheureusement vivre un drame. En 2013, cette petite fille qu'elle a portée ne verra pas le jour. C'est avec beaucoup de douleur et de colère que Laurie va néanmoins poursuivre son chemin et elle découvre alors la course à pied. Alors en loisir, dans un premier temps, sur un 12 km, sans aucune préparation. Elle, qui a toujours pratiqué le sport dans les gymnases, prend donc beaucoup de plaisir à gambader en extérieur. Mais petit à petit, la championne qui sommeille en elle progresse et se rapproche du haut niveau sous la houlette de Ludovic Collet, que l'on connaît comme speaker officiel de l'UTMB, mais Ludovic est également entraîneur. Originaire du Cambodge, Laurie se met en tête d'aller courir sur la terre de ses ancêtres. Elle s'aligne donc sur l'une des courses de l'Ultra Trail d'Angkor, qu'elle remporte, rendant ainsi hommage à son papa et à cette abominable période de la guerre des Khmers rouges. Aujourd'hui, membre de l'équipe nationale du Cambodge, Laurie aspire à porter très haut les couleurs de ce pays. Après sa participation en mai dernier aux Jeux d'Asie du Sud-Est, Laurie compte batailler et espère pouvoir participer en 2024 à l'Olympiade parisienne. Grâce à la caméra d'Andy Collet, c'est l'histoire de Laurie qui est retracée dans le documentaire intitulé Au-delà du temps, disponible sur la plateforme Vimeo et je vous mettrai les liens donc dans les notes de l'épisode. De cette renaissance par le trail, en passant par l'ancrage à ses racines asiatiques, vous découvrirez ce besoin qu'a Laurie de se mettre au service des autres. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurie Faye, courir pour se reconstruire. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laurie, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes avec un nouvel épisode. On va parler de sport et pas seulement de course à pied. Mais avant cela, je voulais te souhaiter la bienvenue. Donc comment vas-tu en ce mardi soir ? Salut Sébastien, moi ça va très bien. Comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai fait un bon petit resto avant de venir, donc j'ai bu un petit verre de vin, comme ça je suis détente, on peut papoter tranquille.
Alors, avant d'aborder l'aspect sportif, parce que c'est pour le sport que je t'ai fait venir sur le podcast, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation, état civil, pour que tu dises aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais professionnellement? Alors, bon, s'il faut que je le fasse rapido, donc je m'appelle Laurie Faye, j'ai 35 ans, donc je suis arrivée dans la catégorie Master 0 cette année. Je vis à Briançon, je suis originaire de Montpellier et en fait, je suis franco-cambodgienne puisque ma maman est française et mon père est cambodgien. Il est arrivé en France en 1978. Donc voilà, j'ai la double nationalité. Je fais de la course à pied, donc je dis course à pied parce que je fais du trail pour le Cambodge, mais aussi de la piste. Cette année, j'ai fait du 5000 mètres. Et puis avant, j'avais une première carrière de pongiste, donc je faisais du tennis de table. J'en ai fait pendant plus de 20 ans. J'étais en équipe de France. J'ai passé plus de 7 ans à l'INSEP à Paris. C'était vraiment mon sport de prédilection. Et professionnellement, j'ai un master 2 en droit dans les ressources humaines. Donc voilà, j'ai travaillé longtemps dans ce milieu-là comme juriste ou assistante ressources humaines. Et puis actuellement, je travaille à mon compte, je suis auto-entrepreneur. Tu as eu cette volonté d'avoir ton propre emploi du temps, de gérer ce temps comme tu le souhaites? Eh ben, écoute, ça doit faire 12 ans maintenant que je travaille et j'ai mis du temps à trouver. Je sais même pas encore si j'ai vraiment trouvé ce qui me convient, mais voilà, on est tous à la recherche du meilleur équilibre possible. Et oui, j'ai travaillé comme salarié et en fait depuis le mois de janvier, je suis auto-entrepreneur. Je travaillais déjà à mi-temps l'année dernière comme salarié. Mais malgré tout, au niveau des vacances, on fait pas ce qu'on veut. Et là, en étant auto-entrepreneur, je fais vraiment ce que je veux. Donc, c'est un peu plus pratique parce que voilà, les calendriers sont parfois hyper changeants. Voilà. Et par contre, j'ai oublié de mentionner dans ma présentation que j'ai un petit garçon, Antoine, qui a 10 ans. Mon premier fan. Voilà. Voilà pour la présentation. Alors, pourquoi avoir mené des études de droit? Ça, c'est une passion depuis toute petite. Comment tu l'expliques? Je sens de l'ironie là dans ta remarque. Non, alors j'ai commencé, en fait, j'étais à l'époque déjà professionnelle en tennis de table. Alors je touchais qu'un SMIC, malheureusement en équipe de France, mais bon, ce qui est déjà pas mal puisqu'il y a quand même des sports où ils touchent rien, donc je vais pas me plaindre. Mais du coup, je faisais des études en parallèle, mais je me disais bon, je gagne déjà un peu ma vie, donc je continue mes études sans vraiment savoir ce que je voulais faire. J'avais commencé par un BTS commercial. Puis finalement, j'ai continué par une licence en sciences de l'éducation. À l'époque, je voulais faire un STIT. Avec la licence, on pouvait se présenter à l'IUFM. Donc je m'étais dit tiens, pourquoi pas. Et finalement, il y avait la femme d'un joueur de tennis de table qui était chasseuse de tête, qui travaillait dans le recrutement. Ça m'avait bien plu, la description, son job, et j'étais partie là-dedans. Dans les ressources humaines, j'avais fait mon premier stage de 6 mois dans un cabinet de chasseurs de tête. Donc voilà, je suis arrivée comme ça dans les études, mais ouais, c'était pas vraiment une passion et même aujourd'hui, je peux pas dire que voilà, je préfère faire du sport qu'être derrière un bureau, si je devais avouer. Donc j'en parlais avec Mathilde Sénéchal, qui est aussi athlète de l'équipe de France, qui fait du 5000 et du 10 000, qui s'apprête à finir ses études de droit. Pour ce qui est des contrats, il y aura pas de problème. Tu peux les étudier, les éplucher sous toutes les coutures. Il y aura pas de clauses un peu abusives ou de choses un petit peu tordues dans les contrats. Non, on essaye de bien lire tous les articles. Après, oui, contrat de travail, quoi. Les contrats avec les grosses marques, ça, je pense pas qu'il y en ait. Alors, comment, dans cette carrière de pongiste, tu as cheminé? C'était un sport que tu as pratiqué dès ton plus jeune âge. Comment tu as réussi à franchir les étapes pour arriver jusqu'à cette carrière internationale? Puis on va voir après l'élément déclencheur qui t'a fait stopper. Alors, mon père adorait ce sport. Il avait acheté une table à la maison. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus. Et c'est vrai qu'on jouait énormément dans le garage. J'avais 6 ans à l'époque. Et lui s'est inscrit au club de Montpellier. Donc, en allant le chercher, un jour, l'entraîneur m'a dit et toi, quand est-ce que tu t'y mets? Et j'avais dit à ma mère je peux y aller. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que dans la famille, donc j'ai un frère et une sœur. Mais moi, je suis la dernière. Et j'ai toujours été la plus dans la compétition. J'étais vraiment
je lâchais rien. Donc j'ai rapidement eu des résultats dans la région. Et puis mes premiers championnats de France, j'avais 11 ans, j'avais fait médaille de bronze au championnat de France. J'ai intégré le sport-études de Montpellier, le CREPS, à 12 ans. Et à 14 ans et demi, on m'a proposé d'intégrer l'INSEP à Paris parce qu'en fait, l'équipe de France cadette, donc des moins de 15 ans, on avait fait médaille de bronze au championnat d'Europe. Et toute l'équipe a pu rentrer à Paris. Et ensuite, pendant 7 ans, j'étais en équipe de France junior et puis senior. Je suis arrivée jusqu'à la place de numéro 3 française. Voilà, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Mes derniers en 2007, en Croatie, où finalement j'ai laissé tomber la raquette après. Mais une carrière qui s'est terminée assez jeune, mais franchement, elle était vraiment intense et voilà, beaucoup d'apprentissage sur le sport, vraiment que des bons souvenirs. Et même personnellement, partir à 14 ans de la maison, ça n'a pas dû être simple. Paris, c'est pas le ciel bleu et le soleil de Montpellier. Ouais, c'est vrai que 800 bornes, bon, après, tu passes tes journées, tu t'entraînes 4 à 5 heures par jour, tu vas en cours, j'intégrais le lycée, donc voilà, t'étais à fond, donc que tu sois à Paris ou ailleurs. Mais oui, la première fois, mon père m'a laissé à l'aéroport de Montpellier, et, il avait les larmes aux yeux, il m'a serré dans les bras, et je rentrais à peu près une fois par mois. Et à chaque fois, ma mère, pareil, elle restait dans la maison, elle disait à la prochaine. Et puis moi, je savais que c'était difficile, hein. Moi, j'étais à fond dans ma passion, donc ça allait. Mais les moments où les résultats n'étaient pas top, où voilà, je m'étais engueulée peut-être avec une copine, ou il y avait des fois où ça pesait d'être loin de la famille. D'ailleurs, avec mon frère, on était hyper proches, on aimait bien se fighter, mais quand je suis partie, ouais, on s'est beaucoup manqué. Et je me rappelle d'une fois, je suis rentrée, ça faisait 2-3 mois que j'étais partie, on a passé toute la nuit à discuter. Il m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais, machin, c'était voilà, donc c'est pas facile, mais bon, après quand on vit une passion, voilà, ça se fait. Alors, de ces enseignements de l'INSEP, de cette carrière internationale, qu'est-ce que tu retires aujourd'hui? En dehors des titres, en dehors des voyages, des compétitions, mais sur un plan personnel, qu'est-ce que tu as appris durant ces nombreuses années sur ce centre de la performance en termes de pays qu'est la France? Alors déjà, tu vis des émotions hyper fortes qui sont même parfois difficiles à expliquer quand tu rentres d'une compétition où ça a été hyper intense en termes de stress ou en termes de voilà, si tu gagnes, l'émotion que tu peux ressentir après tant d'années d'entraînement, tu vis des trucs hyper forts. Donc ça, voilà, ce que t'apprends, c'est que il y a pas de secret, le travail t'amène à de belles performances et à vivre des moments super. Ce que aussi j'ai rapidement découvert, c'est qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Dans les catégories jeunes, on partait faire des Open un peu partout en Europe et dans le monde. Et je me rappelle de compétitions en Russie ou en Yougoslavie à l'époque où voilà, les hôtels ils étaient pas terribles. Tu voyais les gens pauvres qui mangeaient pas grand-chose et toi tu dis waouh, qu'est-ce qu'on est bien en France. Donc tu grandis vite, ouais, je trouve que l'ouverture d'esprit, tout ça, puis le respect, le courage, toutes les valeurs que finalement même dans le boulot, j'ai essayé de retrouver et qui m'a peut-être manqué. C'est pour ça que j'ai du mal à m'épanouir dans le boulot, c'est que dans le sport, ouais, il y a pas de secret, tu bosses et t'as que ce que tu mérites. Et parfois en entreprise, je le retrouve pas ça. C'est pas toujours dans cette même lignée et dans ces valeurs qu'on retrouve dans le sport, effectivement. 21 ans, la raquette tombe et plus jamais tu n'y as touché, même pour jouer en famille sur des temps de loisirs. Ou est-ce que tu touches encore un peu la balle et la raquette? Ah, tu t'es bien renseigné. Donc ouais, 21 ans, je pose la raquette. J'ai quand même continué un peu en club parce que j'ai passé mon DGEPS pour avoir la possibilité d'entraîner. Donc j'avais juste continué à jouer un peu par équipe avec le club de Nîmes notamment, qui avait un projet à l'époque. On était les filles en 5e division et elles sont remontées en 2e division. Donc voilà, j'avais continué un peu dans ce cadre-là. Et la dernière fois que j'ai joué, alors je vais te dire, c'était dans le hangar du
alors je sais pas si tu connais un peu le monde du secours en montagne, mais du PGHM de Briançon, où voilà, les secouristes étaient en permanence et en attendant d'être appelés pour des secours, ils jouaient au ping-pong parce qu'ils ont une table dans leur dans leur hangar. Donc c'est vraiment ouais. Et sinon, l'année dernière dans un camping. Ouais, ça s'arrête là. Donc c'était pas des grandes compétitions, mais il y avait quand même son lot d'émotions aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui a motivé justement cet arrêt? Tu avais fait le tour, tu avais envie de passer à autre chose? Oui, alors j'avais vécu une grosse blessure au genou qui m'avait fait arrêter pendant 1 an. J'étais revenue et j'étais contente de retrouver un très bon niveau. Et puis après, malheureusement, il y a eu des naturalisations au sein de l'équipe de France. Il y a eu une première chinoise et puis une deuxième. On s'est retrouvés sur des compètes où voilà, ça parle chinois sur le banc, ça fait un peu bizarre. Bon, c'était des choix politiques, hein, mais j'allais rentrer en master et il y a une autre nana de l'équipe qui allait se retirer. Et je me suis dit bon, bah je vais arrêter. Voilà, c'était très dur. J'ai essayé de me qualifier en fait pour Pékin 2008, j'ai pas réussi et je me voyais pas repartir pour 4 ans. Donc voilà, j'ai arrêté comme ça et j'ai fini ma dernière année de master à Paris. Donc tu le disais hein, tout à l'heure, vivre avec un SMIC, tu le disais c'était pas mal, mais on n'est pas sur des salaires, des rémunérations de grands sportifs sur des sports majeurs. Ça reste quand même confidentiel dans ces sports un petit peu, on va dire, qui ne sont pas médiatisés, qu'on l'on voit essentiellement sur les Olympiades. La course à pied, hein, on n'est pas sur des revenus non plus très très importants. Il y avait ce besoin d'assurer, on va dire, un avenir professionnel par ce master et d'aller dans le monde du travail pour lâcher cette belle carrière. Oui, c'est sûr qu'on est obligé. La blessure m'a fait me rendre compte que ça arrive et que voilà, effectivement, voilà, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et puis, ouais, dans tous les cas, on le sait, hein, les carrières des femmes, c'est un peu plus délicat. Et puis, il peut y avoir un arrêt pour une grossesse. Il peut, voilà, donc. Je voulais continuer mes études et ouais, j'ai senti que c'était le bon moment. Donc voilà, j'ai ouais assuré ou enfin non, c'était vraiment voilà, ça s'est fait naturellement. J'avais bien profité, fait beaucoup de compètes sauf les Jeux Olympiques, mais voilà, j'étais contente aussi de terminer par on va dire des études d'un certain niveau parce que c'était un peu le deal avec mes parents, ils m'avaient toujours dit ok, tu peux continuer ton sport, mais il faudra toujours que tu fasses des études, sinon tu rentres à la maison. Donc, je me suis appliquée à faire des études. Tu ne voulais pas rentrer à la maison, donc on en conclut. Hein. Voilà. Alors, quand on pratique le tennis de table, on va pas dire le ping-pong, hein, c'est vraiment le tennis de table, on doit avoir un bon cardio. Donc, pour la pratique de la course à pied, je pense que c'est quand même un atout. Est-ce que tu as basculé automatiquement donc de cette pratique du tennis de table vers la course à pied, ou est-ce qu'il y a eu d'autres peut-être tentations, d'autres sports que tu as pu expérimenter entre cette raquette lâchée et cet envol en course à pied? Alors non, il n'y a pas eu d'autres sports, sauf si l'apéro est un sport, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté... Alors on en voit jouer avec des balles de ping-pong, hein, tu sais, faut... ping-pong, exactement. Voilà. Ouais, mais non, tu dois être à droite à ça. Ouais, ça dépend combien de bières t'as bu avant. Mais non, j'ai arrêté et j'ai un peu profité de cette jeunesse que tu loupes, hein, plus ou moins quand tu fais du sport de niveau à cet âge-là. Et en fait, alors le cardio, oui, mais on est sur un sport où l'échange est très court. T'es que sur quelques secondes en moyenne. Et finalement, pour la course à pied, ça peut servir, mais pour l'endurance ou l'ultra, pas vraiment. Donc ouais, j'arrête en 2007. Donc je joue un petit peu par équipe. Et voilà, je finis mes études, je commence à bosser, je rencontre le papa d'Antoine qui est aveyronnais. Donc on s'installe en Aveyron et voilà, j'ai mon petit Antoine qui naît en 2012. Et donc ouais, ce qui se passe après, bon, l'histoire elle est connue maintenant, hein, mais peu de temps après, je tombe enceinte d'une petite fille, Sarah. Et malheureusement, début 2013, j'accouche un peu prématurément, mais elle décède à la naissance.
Et en fait, il s'est passé vraiment un déclic. J'ai eu 3 jours très compliqués où j'étais voilà un peu le néant. Ma mère est venue, on a passé du temps ensemble. Et puis au bout de 3 jours, j'ai dit bon, stop, j'arrête de pleurer. Et j'ai eu besoin de refaire du sport. Je me suis dit, il faut que voilà, j'avais plus faim, plus sommeil, plus rien, mais je me suis dit, je vais remettre des baskets et aller courir, c'est plus pratique, c'est le moins cher, il n'y a pas besoin de matériel. Et j'ai commencé à courir comme ça. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a redonné faim, ça m'a redonné envie de dormir quand j'étais fatiguée. Et comme j'avais des collègues qui faisaient des trails, je me suis inscrite sur mon premier trail en août 2013 en Aveyron, et c'était le Tripou Trail, parce qu'il y avait des tripous en ravito, mais je les ai pas goûtés. Donc ça a été ta première expérience donc de la course à pied, du trail, avec un premier dossard. Ouais. Et depuis, tu ne t'es plus jamais arrêté de courir. Non, je me suis pas arrêtée de courir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette première expérience, j'ai fait que des conneries. J'ai mangé une pasta box 1 heure avant, donc je suis partie à 17 km/h. Donc au bout de 1 kilomètre, j'étais cuite. J'avais les pasta box, les pâtes qui étaient là. Ouais, c'était une cata, mais ouais, pour le coup, ça m'a plu quand même puisque j'ai repris des dossards après. Mais oui, effectivement. J'ai fait pendant 4 ans des petits trails comme ça dans la région, mais je voulais pas retrouver cette recherche de performance et de haut niveau que j'avais fait pendant des années, qui finalement m'a rattrapée au bout d'un moment où je me suis dit, bah, ce serait pas mal de progresser un peu. Donc ouais, c'est parti de là. Ça, c'est l'instinct finalement, ce que tu as connu pendant de très nombreuses années. Ça te rattrape, comme tu dis. Difficile juste de dire j'accroche un dossard et j'y vais comme ça tranquillement. Il y a ce challenge, le fait d'aller peut-être chercher la personne qui est devant et de grappiller des places au fur et à mesure de tes kilomètres. Ouais, alors ça dépend les distances. Tu vois, l'an dernier, j'ai voulu faire un 100 km et je suis allée faire l'ultra du Mont-Rose en Suisse, où là vraiment je voulais juste finir, donc il n'y avait pas cette recherche vraiment de performance. Mais après sur les courses un peu plus courtes, ouais, c'est vrai que j'ai envie d'avancer le plus vite possible. Et maintenant que je me suis mise à la piste aussi, on a ces repères avec les chronos qui mentent pas. Tu sais, tu sais les séries que tu fais à telle allure, donc alors ça va que voilà, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise à faire de la piste, parce que je pense que regarder son chrono pendant 20 ans, tu dois devenir fou aussi. Mais ouais, ça m'a rattrapée. J'avais pas forcément envie, et puis ouais, l'envie est venue au fur et à mesure de progresser. Et par rapport à ce drame personnel que tu as vécu, est-ce que ce cheminement de sportive avec un mental, je pense que vous devez le travailler, vous avez peut-être des personnes qui autour de vous accompagnent, est-ce que ça t'a servi malgré tout pour te dire, bon, au bout de 3 jours, stop, je vais pas dire je passe à autre chose parce que c'est quelque chose qui te marque et qui est ancré en toi, mais pour pouvoir avancer, tu as eu ce rebond pour aller vraiment de l'avant? Alors je pense que ce que j'ai vécu dans le sport m'a aidé. Parce que des anecdotes difficiles, j'en ai vécu. Alors là, ouais, forcément, comme tu disais, le terme drame familial, c'est ça. Mais finalement, avec du recul aujourd'hui, on voit que ça m'a permis d'aller faire des choses assez exceptionnelles. Donc c'est un mal pour un bien. Mais quand j'étais jeune, voilà, on est sur un sport individuel, le tennis de table, mais finalement les premières sélections par équipe, il y avait beaucoup de concurrence, on se tirait dans les pattes. Je me rappelle d'un match où j'avais pas bien géré la pression, où la sélectionneur m'avait dit, mais de toute façon, t'as peur là, mais tu seras jamais forte, tu seras toujours nulle, t'auras toujours la pression. Enfin, c'est hyper violent quand t'as 15 ans. Ça m'était resté dans la tête et je m'étais dit, bah toi, ma cocotte, si un jour je gagne un match, je viendrai te voir en disant, tu la fermes maintenant, tu vois. Et ça te forge, je pense, un peu tout ce que tu peux vivre dans le sport. Donc voilà. C'est vrai que j'ai eu cette réaction de me dire, c'est comme un mauvais moment, comme l'opération du genou, où pendant 1 an j'étais à la rue. Il y en avait 2-3 qui étaient contentes que je sois arrêtée pour me prendre ma place. Mais ça fait partie du jeu, hein. Mais pareil, je m'étais dit, mais je vais revenir. Et en fait, je suis revenue. J'ai joué 1 an
en équipe de France. Et puis après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est bon, je me suis prouvé que je pouvais revenir. Donc voilà, dans le même état d'esprit, je me suis dit, faut rebondir. De toute façon, j'avais Antoine qui était là, donc je pouvais pas m'écrouler. Et c'est sûr que ça m'a servi. C'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir des préparateurs mentaux, tout ça, qui nous aident à visualiser. Ouais, je me rappelle j'avais du mal à l'époque à terminer des matchs. Alors on appelait ça la peur de gagner. Et des préparateurs mentaux me disait que voilà, il fallait visualiser toutes les possibilités. Tu peux gagner, tu peux perdre, il peut se passer ci, ça, et puis par contre voilà, essayer de garder ses repères, de faire ce qu'il faut pour gagner. Enfin bon, après c'était son métier de me mettre en confiance, mais toutes ces choses-là t'aident après à transposer sur ce qui peut t'arriver dans la vie, parce que c'est un peu la même chose. Alors de ce trail de 12 km, en dehors des pattes qui ont failli ressortir, tu le disais tout à l'heure, en étant 12 km, ouais, c'est ça. en étant parti trop vite, qu'est-ce que tu as ressenti à l'arrivée? Tu t'es dit, finalement, la course à pied, j'aime bien, j'y trouve quand même du plaisir, après avoir évolué pendant de très nombreuses années dans un sport où tu étais pas forcément amené à développer cette capacité de course à pied. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a fait aimer très rapidement? Alors déjà, j'étais en train de faire du sport à l'extérieur, parce que moi, j'avais fait du sport toute ma vie dans les gymnases. J'avais mis un t-shirt jaune ASICS flashy que j'avais trouvé dans un magasin. Je trouvais ça super de pouvoir mettre ce que tu voulais. La casquette à l'envers. J'avais des baskets roses, je me rappelle aussi. Et puis, alors à vérifier, mais alors je sais pas si c'était sur ma course ou une autre distance. C'est Annelise Rousset, à l'époque Séguré, qui a gagné, qui était là. Donc je l'avais vue à l'échauffement et ouais, j'avais été assez admirative déjà de la grande sportive nana que c'était. J'étais avec des collègues de bureau et en fait l'ambiance trail quoi, où au début tout le monde crie, s'encourage, fait la hola, les bénévoles qui t'encouragent, voilà. Et c'est vrai que c'est ça que j'avais. Il y avait une petite montée, il devait y avoir 150 mètres de dénive, mais ouais, pareil, je m'étais jamais entraînée vraiment à faire du dénivelé. Et en fait, tous les gens qui m'ont doublé, vu que j'étais partie trop vite, ils m'encourageaient, quoi. Ils étaient là, allez, courage, lâche pas. Et je m'étais dit, c'est marrant, quoi. C'est dans un sport un sport individuel où tout le monde t'encourage. Donc, ouais, toute cette ambiance-là, malgré la souffrance que j'ai ressentie, m'a donné envie de tout de suite chercher une autre course. Donc, je pense que j'avais trouvé au mois d'août une course c'était pareil en Aveyron, Villefranche. C'était quoi, Villefranche de Pana, je crois que ça s'appelle. Un mois plus tard, ouais, je remettais un dossard. Et donc, le trail, c'est quand même cette discipline qui t'a amené à la course à pied, avant, comme tu le dis, de repasser un peu sur la piste avec sans doute de la vitesse au niveau des kilomètres heure. Ouais, en fait c'est ça qui m'a beaucoup plu, le fait et puis au début tu te mets dans une discipline où j'ai commencé à courir un peu du coup sur les montées, je faisais que marcher et puis une semaine après j'arrivais à trottiner un petit peu, enfin je voyais les progrès donc voilà, c'était assez sympa. Et puis ouais, comme je connaissais pas trop mon niveau, que j'étais complètement une inconnue, j'avais zéro pression. Justement, c'est vrai qu'en fin de carrière, j'avais ressenti un peu la pression et là, pas du tout quoi. J'étais vraiment dans un sport où juste j'allais m'éclater en pleine nature. Donc ouais, c'est ça et puis pour moi, c'est ça qui m'a remis dans le droit chemin entre guillemets. Voilà, retrouver la santé, c'est le trail qui m'a aidé à ça. Donc ça restera ma discipline qui m'a sauvée. Alors, depuis 2013, Laurie, quels sont les trails auxquels tu as participé et qui restent finalement de très bons souvenirs, des victoires, des choses que tu as justement aimé découvrir, parcourir dans ces espaces naturels? Alors, c'est compliqué parce que j'en ai fait un paquet. Mais alors, je vais citer le Festa Trail du Pic Saint-Loup. Donc, c'est ma région. Où, en fait, à l'époque, c'est là où j'ai rencontré celui qui a été mon coach de trail pendant quelques temps, Ludo Collet.
Et c'est de là que j'ai commencé à vraiment vouloir essayer de performer. S'en est suivi le trail dans les temples d'Angkor, forcément, en janvier 2017. Donc c'était la 2e édition et ça a été un élément déclencheur de beaucoup de choses qui s'en sont suivies. Et qu'est-ce que je garde en mémoire? Il y a tellement de belles courses. Ouais, elle est galère ta question parce que je vais me faire taper dessus par les organisateurs de trail là. Ouais. Je vais Toutes dire celles et ceux que tu n'as pas cités vont t'appeler en disant tu m'as pas cité dans l'épisode et voilà, tu seras attendu sur les prochaines éditions. Et j'ai mon chéri à côté qui est organisateur du Cerche Trail. Donc si je te dis pas que le Cerche Trail c'est le top moumoute, là ce soir je dors sur le canapé. Donc très très beau trail dans la vallée de Serre-Chevalier où je suis ambassadrice. Non, qui est en effet un très beau trail. Et puis j'ai envie de te dire aussi la Mascareigne sur l'île de la Réunion. Alors bon, c'est la course enfant de la Diagonale des Fous, mais ça c'est ce qui me donne vraiment envie de faire la Diagonale des Fous un jour. Donc très rapidement, tu as monté les distances. Tu t'es pas contenté de ces courses, on va dire, locales, 12 km. Tu as eu envie d'aller plus loin et de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-distance. Alors, je l'ai découvert là au mois de septembre dernier, l'ultra, où je voulais passer cette barre mythique des 100 km. Mais avant, j'avais fait que jusqu'à justement 65, la Mascareigne. Après, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Julien Gilleron, un trailer qui fait aussi des interviews, qui en fait, je fais tout. Je fais tout parce que j'aime courir. Donc cet hiver, j'ai fait des crosses. Donc j'ai fait les championnats de France au mois de mars parce que la saison des crosses, voilà, ça t'aide à avoir un peu de vitesse. Mais j'ai fait 10 km semi-marathon parce que c'était pour poser aussi des chronos par rapport au Cambodge. Donc 5000 sur piste. Là, je balance une grosse info, mais à la fin du mois, normalement, je devrais aller faire un 400 mètres sur un meeting parce que j'avais fait un 3000 aussi à Grenoble, mais là je vais aller faire un 400 parce que peut-être que le Cambodge aussi cherche une athlète pour faire un relais 4x400 sur les prochains Jeux d'Asie du Sud, donc je vais aller poser un chrono. J'avais fait du kilomètre vertical, j'ai fait la Red Bull 400 où tu remontes le tremplin. Voilà, j'aime courir. Le problème c'est que du coup je suis moyenne partout. Mais bon. De 400 mètres à 100 km. Donc, ça laisse une amplitude relativement large pour trouver des courses. Là, tu as un panel vraiment énorme. 100 mètres, non? 100, 200? Non, c'est pas... 5 ans, là, je vais laisser un ischio dans les starting blocks, là, je pense. Alors, aujourd'hui, tu le disais, être... pas dans l'obligation, mais de marquer et de poser des chronos sur cette piste, sur 10 000, sur marathon, c'est qu'il y a eu une bascule, tu le disais, après ce trail d'Angkor. Il y a un chemin familial que tu as peut-être rejoint. Ouais, alors j'avais jamais mis les pieds au Cambodge parce que j'attendais un peu le bon moment pour y aller. Et finalement, à l'époque, Ludo me parle de ce trail au Cambodge. Donc c'était la 2e édition et c'était organisé par des Français. C'est d'ailleurs Antoine Guillon qui était le parrain et c'est sa femme Anne qui nous avait dit que ce serait bien que j'y sois. Donc j'y suis allée et j'ai gagné le 32 km. Et là, il y avait un journaliste français mais qui vit là-bas depuis des années qui me dit mais c'est super. Donc je lui explique un peu mon parcours. Il me dit mais le comité olympique commence à chercher des athlètes et s'ouvre même aux métis pour essayer de représenter le Cambodge. Donc j'y retourne 6 mois plus tard, au mois de juin en 2017. Il y avait le 10 km et le semi de Phnom Penh dans la capitale. Et le secrétaire du comité olympique me dit cours le 10 km et en gros si ça se passe bien je te reçois le lendemain. Donc pression de fou. Donc je prends le départ du 10 km, je termine 2e derrière une américaine. Donc du coup il est content et il me reçoit dans son bureau. Et en fait, c'est lui qui me dit, il y a très peu d'athlètes là-bas, les gens ils survivent à peine. T'es dans les pays les plus pauvres du monde, donc il dit on n'a pas forcément les moyens de t'aider, mais si toi t'as envie de courir pour le Cambodge, on sera tes premiers supporters et on pourra t'inscrire. Mais là, on n'a personne sur marathon.
En gros, si tu fais un bon chrono, pourquoi pas faire les Jeux Olympiques. Mais il m'aurait dit du saut à la perche ou du javelot, je pense que je l'aurais fait parce que il me fait miroiter d'aller représenter le Cambodge, le pays de mon père. Donc, comme je disais, qu'il a quitté en 78 pendant la guerre des Khmers rouges. Donc pareil, lui, ça a été un drame familial. Hein. Il a été emprisonné pendant 3 ans. Ses parents et ses sœurs ont été assassinés. Il a réussi à s'enfuir dans des conditions que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais que mon documentaire qui va sortir là relate un petit peu. Et donc voilà, il me propose de courir en marathon et moi je dis ouais carrément, je vais courir en marathon. Donc voilà, pendant quelques années, je me suis préparée sur marathon et puis finalement la fédération, le président a changé et c'est avec lui qu'on a discuté, qu'on a basculé plutôt sur 5000 cette année, où ils m'ont qualifié et sélectionné pour les Jeux d'Asie du Sud-Est. Donc plein de belles choses et tu dis punaise, enfin ouais, il me serait pas arrivé ça, j'aurais jamais couru, je serais jamais allée au Cambodge, voilà. Est-ce que en tant qu'athlète de l'équipe de France, athlète tu vas dire, tu avais déjà tutoyé le sommet international par le tennis de table, il était possible que tu bascules sur un autre pays via le comité olympique? Ça posait pas de souci, cette précédente carrière de sportive, pour découvrir la course sous un autre drapeau? Alors en fait, dans le même sport, j'ai un exemple puisqu'il y a une fille de l'équipe de France de tennis de table qui est franco-camerounaise, qui s'appelle Sarah Anfou, qui est une très très bonne amie, qui a joué donc pour l'équipe de France et qui a arrêté à peu près à la même époque, début 2008, et elle a fait les Jeux de Londres pour le Cameroun en tennis de table en 2012. En fait, la condition, il faut que les deux fédés soient d'accord et que pendant 2 ans, elle ne porte plus le maillot de l'équipe de France. Après, voilà, t'as des règles, j'imagine, en fonction des sports, mais pour le tennis de table, c'était ça. C'était pas de sélection pendant 2 ans, et si les deux fédés sont d'accord, tu peux représenter. Donc voilà, moi j'avais fini ma première carrière. Je me suis mise à courir. Le Cambodge, j'ai pu avoir les papiers entre guillemets parce que mon père est cambodgien. Donc la loi dit que si un des deux parents est cambodgien, tu as la nationalité. Donc voilà, ça s'est fait. Alors j'allais dire ça s'est fait naturellement. Ça a mis 5 ans à se faire, mais ça s'est fait. Quel a été le regard de ton papa sur ce chemin, sur ton premier trail d'Angkor que tu as réalisé à de nombreuses reprises depuis, et sur cette intégration dans l'équipe olympique cambodgienne? Il doit être fier. Ouais, alors t'as utilisé le mot regard et c'est vraiment moi ce qui m'a marqué, c'est que dans ses yeux, donc j'ai vu tout de suite beaucoup de fierté. En fait, souvent ce que je raconte, c'est que quand je jouais en équipe de France de tennis de table, il était content. Alors je le savais par souvent ses voisins, copains qui me disaient ton père il est fier, hein, mais bon. Il parlait pas énormément, donc c'est pas lui qui me le disait vraiment. Et ou sinon, ce qu'il me disait, c'était de bien travailler à l'école. Mais quand donc je suis allée au Cambodge, la première fois, je sais que ma mère m'avait dit tous les soirs où j'y étais pendant une semaine, il disait j'aurais dû y aller avec elle, j'aurais dû partir, machin. Donc il était hyper content parce que j'étais la première des 3 enfants à aller au Cambodge. Et en plus, quand voilà, il y a eu cette invitation pour courir au mois de juin, là, il est venu avec moi. Et quand on est rentré, voilà, je lui ai dit je t'aime. Ça fait je sais pas combien d'années que je lui avais pas dit. Il a fondu en larmes. Et quand il a su que je courais pour le Cambodge, en fait, ça a commencé. Il y a eu les championnats du monde de trail en 2019. Et là, il avait, mais même au mois de juin 2017, là, à Phnom Penh, il avait les yeux, comme je te disais, le regard, quoi, les yeux qui brillaient. Il était content. J'avais tu sais, quand tu finis les courses, ils te mettent comme quoi t'as fini deuxième, là, un petit collier, là. Il le tenait comme ça, il en faisait des photos. Enfin bon, il était super content, quoi. Ah ouais, si, et petite anecdote, c'est que les inscriptions pour les courses, le tarif, il est pas pareil si t'es cambodgien ou si t'es étranger. T'as le tarif Khmer et le tarif Foreigner. Et en fait, quand j'arrive au départ, ils me disent, en gros, c'était le tarif des étrangers. Et j'avais un visa pour les ressortissants cambodgiens permanent qui me permet d'entrer-sortir. Et du coup, non, mon père, il dit, ah non, on l'inscrit comme cambodgienne. Hein, elle est cambodgienne. Alors il parle cambodgien parce que moi je parle
pas beaucoup. Et vu que j'avais payé le tarif des Cambodgiens, pareil, il était trop content. Il disait mais dis-le à ta mère. Donc voilà, c'est pour t'expliquer à quel point il était content. Alors aujourd'hui, tu te sens plus française ou plus cambodgienne? Ou est-ce que c'est 50-50? Alors après, j'ai grandi en France, hein, donc c'est délicat. C'est plus un rapprochement vers mes origines. Euh, Quand j'ai passé ces Jeux d'Asie du Sud-Est au mois de mai au Vietnam avec l'équipe, il y a eu un laps de temps pour que je m'intègre à l'équipe, mais ils ont vu toute la fierté que j'avais. Et puis ça fait 5 ans que j'en rêve de ce moment-là et que je fais tout pour me rapprocher de mes origines. Mais ce serait mentir de dire que je me sens 100% cambodgienne. C'est sûr que j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, donc voilà. Après, je dis pas qu'un jour j'irai pas vivre au Cambodge, par exemple, parce que c'est un sujet dont on discute. Donc voilà, j'ai du sang en moi cambodgien et c'est une culture qui m'intéresse et que voilà, je m'en rapproche petit à petit. Donc voilà, je veux pas donner un pourcentage, mais j'ai cette double étiquette. Ton papa t'avait bercé, t'avait parlé justement de cette culture cambodgienne ou comme tu le disais tout à l'heure, il était relativement peut-être discret et fermé à ce qu'il avait vécu là-bas. Eh ben pas du tout. En fait, pour lui, c'était un traumatisme et il en a pas parlé. J'ai appris grâce au documentaire quand Andy, le réalisateur, a fait une interview de mon père. C'était en 2018, suite à une course, qu'il avait été emprisonné 3 ans. Je savais qu'il avait été emprisonné, mais en fait, il en parlait pas. Voilà, pour lui c'était que des mauvais souvenirs et tu vois, c'est un peu comme tous ces gens qui ont vécu la guerre et qui ont du mal à expliquer ce qu'ils ont vécu, comme je disais tout à l'heure pour certains moments dans le sport. Lui c'était pareil, je crois qu'il pouvait pas en parler parce que il pouvait pas expliquer, c'est inracontable quoi. Donc il en parlait peu. Je l'avais déjà surpris au téléphone avec une de ses sœurs qui était partie très jeune aux États-Unis, mais il mélangeait même un peu le cambodgien et le français et l'anglais parce que voilà, comme si son cerveau il avait mis un peu trop de côté. Et comme je disais tout à l'heure, le documentaire qu'on a tourné l'a permis de faire presque une thérapie, parce que le jour où Andy avec Ludo lui ont demandé voilà, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment t'as réussi à t'enfuir, tout ça, il a balancé 20 minutes de ce qu'il avait vécu et qui lui a fait du bien. Mais c'est ces générations qui ont pas forcément envie de parler au psy, tout ça. Donc non, je découvre encore aujourd'hui à 35 ans à des moments ce qu'il a pu vivre. Donc voilà, pareil, la course à pied, tout ce qui a pu se passer, le Cambodge, tout ça, ça l'a même aidé lui à aller mieux, je crois. Comment vous avez été amené à mettre en place un documentaire? Tu l'as dit, il va prochainement sortir. Alors tu diras sur quelle plateforme et par quels moyens on peut le retrouver et le visionner. Mais comment vous avez cheminé pour mettre en place ce reportage sur ton chemin, sur celui de ton papa, vers vos origines communes, donc au Cambodge? Alors en fait, donc le réalisateur, c'est le frère de Ludo. Andy, donc voilà, c'est son métier. Il faisait pas forcément des documentaires de ce style-là où il fallait raconter une histoire. Il travaille pour des grandes marques, il fait des pubs, il faisait beaucoup de choses. Mais en fait, quand j'ai gagné cette première course au Cambodge et que le comité olympique m'a proposé de courir en marathon, d'aller chercher des bons chronos pour être sélectionnable, Ludo a appelé son frère en disant il y a une de mes athlètes qui a une histoire originale. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses. Il a eu un bon feeling et il lui a dit est-ce que toi ou quelqu'un dans ton entourage ou de la boîte de prod peut la suivre, enfin est-ce que ça peut être intéressant. Voilà, c'est parti de là. Ludo qui a eu l'idée, qui a contacté son frère et son frère a dit ok, je vais venir. Justement, c'était pour le semi de Montpellier. Il a rencontré mon père. Il y a eu cette interview vraiment où ça s'est déclenché. Et là, il a dit ok, je te suis.
On va voir ce qui va se passer, on va essayer de suivre ta progression. Et puis, il s'est passé des choses puisque il y a eu la possibilité d'inscrire une équipe au championnat du monde en 2019. Enfin voilà, au fur et à mesure. Alors c'était marrant parce qu'en fait, il filmait sans vraiment savoir où ça allait mener. Puis voilà, ça a fait, ça a tenu. Au début, il voulait faire un 26 minutes, tu vois, et ça fait 56. Donc jusqu'à quelle date? À quelle date vous êtes arrêté pour le tournage? Donc tu disais. Un Covid, malheureusement. Covid et du coup, après on s'est revus pour enregistrer les voix. Et comme il y a eu quand même ma première, on va dire, sélection officielle pour les Jeux d'Asie du Sud-Est avec toute la délégation, tout ça, on a posé quelques images à la fin de ce qui s'était passé. Mais ouais, ce qui nous a freiné, enfin voilà, ça n'a pas stoppé, mais quasiment, ouais, c'était ça fait 4 ans à peu près de tournage. Il sera disponible quand, Laurie, et sur quelle plateforme? Disponible vendredi 8 juillet. Donc voilà. Et Ça approche. Voilà, ça approche. Après, je sais pas quand tu vas poser le podcast, mais du coup, je mettrai une petite pastille avant pour ouais. dire aux auditeurs que voilà, il y a quelque chose de sympa à regarder. Et puis donc le lien dispo, ce sera sur Vimeo. Donc les tarifs, a priori, c'est 2,70 € pour le visionner et 10 € si tu veux vraiment le télécharger, le garder. Et puis il y aura d'autres plateformes, mais celle qui est mise en avant d'abord, c'est Vimeo. C'est la première sur laquelle le film a été diffusé. Donc voilà. Et après, il sera dispo au mois de septembre sur Trek TV. Pour ceux qui D'accord, donc la chaîne sur voilà les bouquets, on va dire, de box, on arrive à la trouver ouais. assez facilement. Ouais. Sur ces Jeux d'Asie du Sud-Est, donc tu as débarqué il n'y a pas tellement longtemps finalement, parce que c'était au mois de mai, tu le disais. Ouais. À quelle épreuve tu as participé alors? C'était vraiment que de la piste cette fois-ci? Ouais, les Jeux d'Asie du Sud-Est, donc c'était athlé, donc tu as toutes les disciplines de l'athlé, et puis ouais, je me suis mise sur 5000 mètres piste. Alors pareil, ça a été une surprise parce que c'était pas du tout prévu. Ce qui était prévu, c'est que j'aille au Cambodge faire les championnats nationaux. Donc ils étaient prévus au mois de décembre 2021. Ils ont été décalés plusieurs fois et ils étaient prévus à la fin au mois de mars. On y est allé avec la famille et puis ils m'ont fait finalement annuler. Mais bon, tout était calé, les billets, tout ça. J'ai dit tant pis. Antoine en rêvait, mon fils, donc on est parti et je me suis dit ça sera une belle visite pour toi, voilà. Donc on est parti. Et finalement ils m'ont dit on va quand même te faire un test sur 5000 avec d'autres personnes pour voir. Donc j'ai fait un test sur 5000, donc j'ai gagné. Et quelques jours après, on était sur une présentation un peu de mon parcours, tout ça, avec le président de la Fédé. Et en fait, il m'annonce que je suis du coup sélectionnée pour les Jeux d'Asie du Sud le mois d'après au Vietnam. Mais c'était pas du tout prévu. Sur 5000, d'abord il dit sur 5000 et 10 000. Donc j'avais même pas eu le choix de la distance. Finalement, avec mon coach, on a vu qu'avec la prépa, il y avait moyen de bien se préparer sur 5000, mais que sur 10 000, ça allait être juste. Donc voilà, je me suis alignée que sur 5000 parce que pour moi, mettre des pointes sur la piste, sur une distance aussi longue, c'était la première fois. Je l'ai bien senti dans les mollets d'ailleurs. Et voilà, du coup, j'ai posé un nouveau record du Cambodge. Le record était de 20 minutes 02 et moi, j'ai fait 19 minutes 04. Alors c'est vrai que c'est pas non plus un chrono exceptionnel, mais faut savoir qu'il fait là-bas 35 degrés avec 90% d'humidité, donc à peine tu marches, tu transpires. Toutes les nanas, en fait, j'avais regardé leur meilleur chrono et elles ont toutes fait 1 minute de plus au Vietnam sur la finale. Donc voilà, je me dis que si je fais un meeting ici, il y a moyen de faire bien mieux. Mais voilà, j'ai pris les choses comme elles sont venues. Voilà, il faut une certaine faculté d'adaptation quand tu cours pour des pays un peu moins bien organisés, moins bien développés. Ça représente combien d'athlètes dans cette équipe du Cambodge? Parce que tu le dis, le niveau de richesse n'est pas très très élevé. On est sur des pays où la subsistance est quand même difficile déjà sur un plan alimentaire.
de voir là des athlètes débarquer avec finalement tout ce qu'il faut pour courir et être bien entouré. Ça représente un volume de combien de personnes, cette délégation? Alors, c'était la plus grande délégation en termes d'athlètes jamais vue, puisqu'on était 14, alors que à ceux d'avant, ils étaient 2. Au dernier championnat du monde aussi, il y avait un homme, une femme. Là, on était 14 et voilà, pour te effectivement situer le niveau de développement de la Fédé, personne n'avait les mêmes tenues, sauf le relais. Ils avaient réussi à avoir 4 t-shirts pareils, mais voilà, chacun avait un peu sa tenue avec le drapeau brodé ou floqué. T'avais du jaune, du bleu, du rouge, c'est un peu comme ils peuvent. Le gros souci, c'est les chaussures aussi, parce que t'as pas de magasin là-bas souvent. Alors ceux qui sont riches, qui peuvent voyager, peuvent en récupérer à l'étranger, mais c'est hyper compliqué. Donc moi, j'essaye de ramener quand j'y vais. Et en fait, il n'y a pas de haie au Cambodge. Donc on n'avait pas de représentant sur 100 mètres haie ou 400 mètres haie, par exemple. Et moi, ce qui m'a fait sourire, mais en même temps, il faut bien commencer à un moment donné, c'est que il y en avait une qui faisait du lancer de marteau. Donc tu les vois à un certain niveau, ils tournent une fois, deux fois, trois fois pour envoyer, mais c'est hyper technique. Mais en fait, nous, celle qui lançait le marteau, elle faisait qu'un tour. Elle faisait un tour et elle lançait. Parce qu'il n'y a pas pareil, t'as pas forcément de coach et de staff technique. Donc voilà, on était 14 athlètes. Il y avait le président de la Fédé qui est venu, une déléguée qui gérait un peu l'équipe, et puis 2 entraîneurs. Donc pas de staff médical, pas de médecin, pas de kiné. Enfin voilà, on est sur une autre planète, hein. Mais en même temps, les émotions, elles sont, alors j'allais dire elles sont pareilles, mais elles sont même peut-être plus intenses parce que tu sais, voilà, tu sais pourquoi t'es là. Ouais, il y a que le sport qui te fait vivre des trucs comme ça. Tu vois, même là, j'ai du mal à t'expliquer, mais c'était un truc de fou. Alors, qu'est-ce que c'est sur cette course-là que tu as réalisé ce chrono donc de 19 minutes. Ouais. Est-ce que ça t'a donné l'opportunité de monter sur un podium, ou est-ce que les autres athlètes des pays qui concouraient avec toi étaient bien plus rapides? Alors non, alors tu vois, je termine 9e sur 9. Donc c'est pas voilà une grande performance, mais j'en ai 2 qui sont devant moi à 10 secondes et 15 secondes, donc elles sont pas bien loin. Les premières sont en 16 minutes 45. Mais bon, tu vois, pour les championnats du monde d'athlé, les qualifs, elles sont autour de 15 minutes. Donc, en fait, les Jeux d'Asie du Sud-Est, c'est tous les pays. Donc, ouais, au Cambodge, tu as Cambodge, Vietnam, Laos, tu as la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, la Birmanie. C'est vraiment, c'est un peu des Jeux méditerranéens, hein, d'ailleurs, qui est en ce moment du côté de la France. Donc, voilà, j'étais pas bien loin, mais non, j'étais à la fin. J'étais serre-file. Donc, bah oui, bien sûr. Après, ça me donne envie de faire mieux au prochain Jeux d'Asie du Sud-Est, parce que finalement, voilà, j'en ai 2 qui sont juste devant. Et puis, ouais, une nouvelle discipline. J'ai une grosse marge de progression. Donc, voilà, je pense que, ouais, le coach, lui, pense que je peux tourner autour de 17 minutes, quelque chose. Donc, on va essayer. Donc, tu vas délaisser un petit peu le trail pendant quelques semaines pour continuer à perfer sur la piste, ou est-ce que dans ton entraînement, tu arrives à mêler les deux, comme tu le disais, hein, du 400 mètres au 100 km, tu touches à tout et tu as envie de prendre du plaisir avant tout. Donc là, sur la piste, avec cette ambiance de stade, de compétition, on va dire internationale, là, ça apporte une saveur particulière. Ouais, en fait, le prochain gros objectif, ce sera les Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 au Cambodge. Donc, ça va être voilà un gros événement au mois de mai, parce qu'en fait cette année, c'était l'édition de l'année dernière qui était décalée, parce que c'est tous les 2 ans. Donc c'est le gros objectif, mais comme c'est au mois de mai, il y a quand même le temps et je peux m'entraîner sur du trail court. Notamment les championnats du monde au mois de novembre en Thaïlande, où je partirai plus sur le format course de montagne. Donc je continue à m'entraîner sur voilà courte distance.
Je fais toujours une séance de piste dans la semaine, une autre séance avec du seuil et puis un peu de dénive. Mais je fais une prépa un peu, là un peu tournée trail jusqu'en novembre et après à fond piste jusqu'en mai. Et sur ces infrastructures au Cambodge, tu arrives à trouver quand même une piste en bon état. La fédération arrive à proposer quand même des conditions de travail ou pour pratiquer son sport assez acceptables, où on est loin des standards que l'on peut trouver en France. Alors sur la capitale, tu as le stade olympique, là où les footballeurs d'ailleurs jouent, l'équipe nationale. Après, il a été fermé pendant 2 ans à cause du Covid, puisque c'était devenu un centre de dépistage ou de vaccination. Mais là, il a rouvert, donc c'est un stade qui est très bien. Après, ils font payer l'entrée 50 centimes de dollars, donc c'est énorme parce qu'avec $1 tu peux manger. Donc ça aide pas forcément à recruter, à détecter des jeunes, mais voilà. Mais donc oui, les infrastructures, elles y sont à Phnom Penh dans la capitale, et ils ont créé un autre stade pour les Jeux d'Asie du Sud-Est à 20 kilomètres, qui est magnifique, sur lequel j'ai couru justement ce fameux test au mois de mars, qui a été financé par les Chinois, qui sont très amis des Cambodgiens pour des raisons politiques. Mais un stade magnifique, voilà, qui est un peu plus éloigné, donc c'est pas forcément pratique si t'es pas véhiculé, mais ouais, ils ont 2 très beaux stades, donc non, pour s'entraîner ça va. Après, effectivement, là il faut qu'ils investissent sur le reste du matériel qui peut servir en athlée, comme je te disais, des haies, ouais, je sais pas, pour faire de la perche, tout ça, je connais pas grand chose, des javelots. Et puis un staff médical, parce que tu disais que c'était rudimentaire. Finalement, c'est vous-même les athlètes qui vous peut-être massez, qui vous préparez sans avoir ce que l'on peut trouver dans des délégations bien plus conséquentes à l'étranger. Ouais. Alors il y a quelques fédés qui avaient un personnel médical. Ouais, ça va faire sourire, mais il y a une Cambodgienne qui a été championne du monde de pétanque, qui est hyper connue, qui est hyper forte, et la délégation de pétanque, ils avaient un médecin. Donc parce qu'on les a vus, on s'est entraîné, on avait le stade d'échauffement à côté, on est passé les voir, et il y en a un qui me dit ça c'est un médecin, mais qui accompagne la pétanque parce que c'était voilà des chances de médaille, donc ouais. Après, il manque de médecins dans le pays en général, donc pour aller venir en plus avec les fédés de sport. Mais bon, faut y croire, hein. De toute façon, faut bien partir, comme je disais, de quelque part. Paris 2024, tu l'imagines pas? C'est un rêve de peut-être participer avec le maillot du Cambodge à une compétition sur le sol français? Eh ben peut-être. Souvent je dis si je termine sur ça, la boucle est bouclée. Ce serait incroyable de finir voilà en France pour le Cambodge. Ouais, pour moi ce serait tout un symbole. Après voilà, comme on disait, mes performances elles sont pas à la hauteur des meilleurs, mais en même temps je fais pas ça parce que enfin voilà, je fais pas ça pour ça. C'est toute une histoire autour. On verra. En fait, en athlée, tu as la possibilité d'avoir des wildcards pour justement les pays où aucun athlète ne fait les minima. C'est dans ce cadre-là à chaque fois qu'il y a eu des athlètes aux Jeux Olympiques. Donc voilà, à voir après qui ils enverront. J'ai pas envie non plus de prendre la place de jeunes qui ont un super potentiel. Après, s'il y a personne voilà, qui a vraiment un niveau qui peut aller faire mieux que moi, et ben pourquoi pas, bien sûr. Mais voilà, on verra. Moi, je m'entraîne en y pensant. Je vais pas dire le contraire, mais on verra dans 2 ans qui c'est qui le mérite le plus. Alors justement, sur ce volume d'entraînement, tu as basculé donc sur ce statut d'auto-entrepreneur pour peut-être avoir un peu plus de liberté. De quoi se compose ta semaine et combien de fois tu cours par période de 7 jours? Alors, je m'entraîne 6 jours sur 7 en moyenne. Comme ça, j'ai un jour de repos. Et puis, je travaille à mi-temps les après-midi. Comme ça, je m'entraîne le matin parce que je préfère m'entraîner le matin. Après, voilà, en fonction de ce que je prépare, voilà, on va dire le volume peut changer, sachant que, je l'ai pas dit tout à l'heure, dans les objectifs, je me retente le marathon de Valence début décembre. Avec un objectif chrono là, il y a
Bah peut-être quand oui. même une performance à Alors, viser. le record du Cambodge, il est de 2h59. Donc j'ai réussi à descendre en 37 minutes 50 sur 10 en fin d'année dernière. Donc on va essayer d'aller le chercher. On va essayer d'aller chercher un record du Cambodge, voilà, à Valence. Est-ce qu'il te faut, Laurie, ces objectifs pour aller te booster, te challenger, ou est-ce que, comme tu le disais depuis le début de l'interview, tu profites, c'est le plaisir, on prend les chaussures et on va courir? Est-ce que la compétitrice qui est en toi ne ressort pas là justement sur ses volontés d'aller accrocher un chrono? Je rigole parce que j'ai complètement vrillé maintenant. Et je me régale à aller chercher des chronos. Alors, comme je te disais, heureusement que j'ai pas fait ça pendant 20 ans parce que je serais devenue dingue. Mais non, heureusement que je me fixe, enfin que ouais, j'ai ces objectifs-là qui m'animent parce que clairement, c'est ce qui me donne envie d'aller m'entraîner. Parfois, ouais, comme tout le monde, hein, t'as pas trop envie. Puis en quelques secondes, je me dis ah non mais attends, il faut que j'aille chercher ça, c'est vrai. Et puis hop, c'est parti. Donc si, tout à fait. C'est ce qui me motive à m'entraîner. Et puis, enfin oui, ce serait pas ces records-là, je me trouverais quelque chose. Je me trouverais une distance, un chrono, quelque chose. Mais on a tous besoin de se fixer un objectif pour avancer, je pense. Dans ton entraînement, il y a des séances que tu affectionnes et d'autres que tu détestes? Ce seraient Mm. lesquelles? Alors, en fait, à Briançon, les infrastructures, elles sont moins bonnes qu'au Cambodge. Nous, on n'a pas de tartan, on a une piste, c'est même pas cendré, c'est un peu de la terre. Donc, s'il pleut, Moi, je c'est te de la montrerai pluie. la mienne. Elle est à peu près comme celle-là, alors. C'est de la Orléans? terre. Donc, Ah ouais? ah ouais, ça. Alors, moi, je suis pas à Orléans. Je suis à Beaugency, à côté de Chambord, et c'est Ah de la ouais. terre. Donc, le tartan, je ne connais pas, mais ça fait travailler les ischios, paraît-il. Donc, Oui, mais bon, ça fait que t'avances pas. Et moi, ça me rend dingue. Donc, et parfois, le coach, il part sur des chronos. Il me dit, c'est des chronos que tu serais censé faire sur une piste en tartan. Mais comme j'y suis pas, en fait, je les fais rarement. C'est, ouais, tout ce qui va être du seuil, quoi. Et du coup, voilà, parfois, ça me rend dingue. Mais, tout ça pour dire que non, celle que j'aime bien, bah, en ce moment, justement, pour ce fameux 400 que je vais faire à la fin du mois, on fait beaucoup de sprints courts. Et alors, en fait, c'est hyper court les séances parce que c'est hyper intense. Tu vas faire 6 fois 200 mètres, par exemple, mais à bloc, à bloc, à bloc. Donc, à la fin, tu as du lactique, tu as même presque des crampes dans les bras. Donc, c'est original. Mais en même temps, en 40 minutes, ton entraînement, il est fini. Donc, voilà. En fait, non, ce que j'aime, c'est c'est éviter la monotonie. Donc, bon, après, un bon coach, c'est justement ce qu'il essaye de faire, de toujours trouver des séances qui soient différentes. Mais ouais, quand tu prépares, on va dire, un marathon, semi ou marathon, tout ce qui est seuil, les longues sorties à allure assez modérée, ça c'est galère, ça. là, tu t'ennuies, là. Là, on sent que, voilà, c'est pas celle que Et tu surtout affectionnes. s'il pleut, tu vois, surtout s'il fait pas beau. J'ai préparé le marathon de Valence en 2019. J'habitais Cahors à l'époque, dans le Lot. Alors c'est sympa le Lot, hein, mais t'es sous les nuages. Donc j'ai fait des sorties longues sous la pluie. Bah, heureusement parce qu'on voyait pas que j'avais les larmes qui coulaient à des moments. Mais ouais, c'est difficile. Mais en même temps, tu sais que si tu passes ces séances-là après sur le marathon, tu seras bien. Donc voilà, j'arrive toujours à trouver de toute façon, voilà, une raison qui me motive. Mais c'est difficile. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les marathoniens et marathoniennes en général. C'est des heures et des heures d'entraînement. Ouais, franchement, chapeau. Alors, Laurie, après presque 10 années de pratique, 2013-2022, quels seraient finalement les axes de progression que tu penses, toi, pouvoir améliorer? Et ton entraîneur, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il voit comme potentiel à développer dans les prochaines années? Ouais, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, on va dire que euh, un point déjà qui va bien, on va dire, c'est la gestion du stress. Ça, si on devait comparer, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir et que bon, ça sur les départs de course, ça va bien. Après, les points améliorés, bah, ma vitesse, clairement. Voilà, elle est encore. On l'a travaillé énormément depuis le mois de septembre. En fait, c'est un nouvel entraîneur que j'ai au club et il m'a fait gagner déjà 1 minute 30 sur 10 kilomètres. Donc, il est très content, mais il dit qu'il y a encore de la marge. Et je le vois sur certaines courses où j'ai plutôt sur les profils trail court, là au dernier championnat de France de course de montagne, j'ai bien rattrapé les nanas en descente.
mais sur le plat, je me fais souvent un peu rattraper. Donc voilà, tout ce qui va être la vitesse, c'est certain qu'il y a encore une marge de progression. Et la montée, là, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de dénivelé ces derniers temps avec la prépa piste, donc il faut que je reprenne un peu tous les exercices de code, tout ça pour reprendre un peu de puissance. Mais ouais, comme tout le monde, hein, la vitesse pure. Hein. Parce que c'est vrai que quand on aime bien faire du trail, ouais, aller sur la piste, faire des séries, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Et puis sinon, pour faire joli, je vais dire l'hygiène, l'alimentation, tout ça, voilà, arrêter le rosé. Mais bon, ça c'est difficile, ça. Attends. Donc non, Ça fait partie des plaisirs de la vie également. Donc, ouais. on peut Mais c'est certain difficilement que s'en passer. bien dormir et bien manger, bien boire, c'est aussi un des secrets. Faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Je faisais énormément attention quand je faisais du tennis de table à l'époque. Et c'est vrai que quand je suis passée à la course à pied, ouais, ça, je me suis dit bon, je vais en profiter un peu plus. On lâche la bride et puis on se fait plaisir. Donc, Ouais, ouais. alors, est-ce que ces performances à l'international, performances donc sur trail, t'ont valu d'être approché par des marques, par des teams pour peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards? Et ben oui, c'est vrai qu'actuellement j'ai cet équipementier Evadict qui m'a approché avec un super projet 100% féminin où bah au départ j'ai eu du mal à le croire parce que je suis quand même avec quatre nanas qui ont fait partie de l'équipe de France, des jeunes aussi de l'équipe de France jeune. Je pense à Jade qui est notre petite pépite et d'autres nanas qui ont des super résultats et au début, je m'étais dit, waouh, ils viennent me chercher moi. Alors, bon, c'est pas compliqué, hein. Tu prends les 10 Cotitra, j'ai la plus petite. Donc, ça fait 2 fois que je te dis que je suis dernière. C'est pas la classe, hein. Mais il en faut. Non, mais après, ils m'ont intégré dans l'équipe parce que j'ai ce parcours original et qui inspire parfois, bah je dirais les femmes avec un grand F sur voilà sur ce qu'on peut traverser dans la vie et que voilà qui peut inspirer donc tant mieux je suis vraiment hyper heureuse et effectivement ils nous accompagnent en nous équipant de la tête aux pieds parce qu'ils font en plus tous les produits pour la pratique du trail donc c'est génial ils nous aident pour les frais de déplacement ils ont mis en place des primes de résultats enfin voilà je connais un peu le milieu du trail maintenant et jamais un sponsor n'avait proposé un si bel accompagnement. Donc on a beaucoup de chance pendant 3 ans en plus. C'est un contrat de 3 ans pour tout le monde. Et avant ça, j'ai la marque Scott qui m'a accompagnée. Donc c'est Martin Gaffuri qui était manager à l'époque et pareil j'ai eu une très belle dotation pendant presque 3 ans aussi. Donc voilà, je pensais pas avoir la chance d'avoir un équipementier sur le trail et finalement ouais, j'ai eu cette chance donc j'essaye d'en faire la promo voilà comme je peux. Moi j'ai plus une communication décalée, toujours à faire des blagues voilà. Donc écoute s'ils en sont contents tant mieux parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des marques qui me suivent et qui font des très bons produits. Alors, sur cette seconde carrière, qui là n'est pas terminée, on va pas raccrocher les crampons tout de suite, est-ce que tu es surpris de l'ampleur que ça a pris et de cette évolution dans le monde de la course à pied? Toi qui avais déjà connu, donc à travers le tennis de table, une belle ascension, là, on avance et il n'y a pas de date de fin pour l'instant. Tu parles de ma carrière à moi? De ta carrière à toi, oui. Oui, alors après, bon, ouais, ascension fulgurante quand même, t'es hyper optimiste. Mais oui, du coup, j'ai tous ces projets et objectifs avec le Cambodge. Donc voilà. Après, je suis consciente que à 35 ans, pour certaines distances, il va falloir commencer à rallonger un petit peu. Mais oui, c'est vrai que c'est une discipline qui te donne pas de limite. La dernière fois, alors la semaine dernière, j'ai fait une intervention pour la promotion du sport et des femmes en Normandie.
Et il y a un jeune qui m'a posé la question, jusqu'à quel âge tu vas courir? Et en fait, en rigolant, je lui ai dit, jusqu'à ce que mes genoux y tiennent. Et c'est exactement ça. Tant que le corps suivra, parce que la tête, elle va suivre, j'irai chercher des belles aventures et expériences à vivre. Après, sur certaines distances, je vais devoir rallonger parce que on sait bien que la vitesse, à passer 40 ans, a priori, on n'a plus trop les fibres, donc voilà. Mais pas de Donc le limite. 400 mètres, il n'y en aura pas énormément alors. Ah non, là je donne tout à la fin du mois et c'est bon. Mais oui, aller chercher par contre, un chrono sur marathon, ça je vais me donner encore quelques années. Ouais. Ce record. Et puis donc Nari Lee, qui est l'actuelle record woman, elle avait battu le record à 40 ans. Et même en France, en équipe de France, c'était Christelle Donnet, elle a fait ses meilleures performances aux alentours de 40 ans. Donc ça pour le coup, voilà. C'est comme le bon vin rosé, ça se bonifie avec l'âge. Le rosé? Oui, si tu veux. Peut-être pas forcément le rosé, mais en tout cas, oui, il y a encore de belles années, devant toi. Et tu aimes transmettre justement à des jeunes, à des populations que tu vas aller rencontrer, cette place de la femme dans le sport, à travers des conférences, à travers un investissement dans des assos. Ça, tu aimes aller au contact d'autres personnes pour raconter ton aventure et ton parcours? Oui, évidemment. Et en fait, moi, quand j'ai commencé le tennis de table à Montpellier, c'était un très bon club qui avait des équipes pro, hommes et femmes. Et ces grands joueurs me faisaient rêver. Et souvent, je les regardais, je les admirais. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Et en fait, j'ai envie de rendre l'appareil et d'essayer de faire rêver d'autres jeunes. Alors, comme je disais, c'est un peu plus délicat parce que j'ai pas forcément ce haut niveau dans le sport, mais j'ai quand même une histoire qui m'a permis de vivre des grands moments. Donc je raconte tout ça, ce qu'il est possible de vivre avec le sport. J'avais créé une association et je récolte du matériel que je redistribue quand je pars, souvent au Cambodge. J'essaye de transmettre comme je peux avec mes petits moyens ce que j'ai vécu grâce au sport. Et ouais, quand j'étais en Normandie, c'était hyper loin et j'y suis allée parce que, alors pour la petite histoire, c'était le village natal de mon premier petit copain. Et on en a rigolé, qui a fait aussi, qui fait beaucoup de sport. Et j'ai fait une rencontre avec 3 classes, 250 gamins. Plein de questions, ils étaient super contents, on a fait plein de photos. Il y en a plein qui couraient en disant regarde, je cours. Enfin bon, ouais, c'est c'est des moments où on donne un peu et en fait on reçoit énormément et c'est il faut faire rêver les jeunes pour qu'ils essayent de décrocher des écrans. Alors je dis ça alors que mon fils il adore jouer aux écrans, mais ouais. Alors, Laurie, avant de terminer donc cette interview, je voulais te poser une question. Un instant à côté de tes pompes, ce serait quoi pour toi? Pas dans le sport. Un moment que tu aimes vivre à côté de tes pompes, où là tu dis ça c'est signé Laurie. Ce serait quoi? Oh là, elle est difficile ta question là. Un moment pas de sport. Ouais, où tu lâches les pompes, t'es complètement à côté de tes pompes et c'est quelque chose que tu apprécies de faire dans ton quotidien, dans ta semaine, un moment qui serait un moment pour toi. Et là, c'est pas du tout écolo, mais l'hiver, parce que j'habite à Briançon à la montagne. Quand tu rentres d'une journée où il a fait bien froid, je me fous dans un bain chaud avec un petit verre de rosé et parfois des noix de cajou. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment que ce moment-là. Bon, eh ben on le retient. Donc cet hiver, on pensera à toi après nos longues sorties. Sur les réseaux, comment les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter et venir consulter les blagues, les publications décalées que tu peux poster? Instagram et Facebook, Lorify, tout simplement. Et je me suis pas tentée à TikTok et Snap, non.
Ça, j'ai pas réussi. Mais en fait, sur les deux réseaux, ils sont liés les comptes. Donc voilà, on peut voir les bêtises soit sur l'un, soit sur l'autre. Ouais, pas de souci. Bon, en tout cas, Laurie, moi, je te remercie d'avoir pris du temps et d'avoir écourté ton restaurant pour rejoindre donc l'interview du podcast aujourd'hui. Un grand merci à toi et puis bon courage pour ces futurs objectifs. Donc, Valence avec un nouveau record du Cambodge et 2023, les Jeux d'Asie du Sud-Est avec une 8e ou 7e place. Oui, oui, au moins. Ouais. Donc, un grand merci à toi d'avoir été l'invité aujourd'hui. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.